Bienvenue à cet atelier. Je vais me présenter très rapidement, mais enfin, ce n'est pas l'objet de notre travail de ce matin, qui est plutôt d'essayer d'engager une réflexion qui sera la plus interactive possible, en tout cas c'est ce que je souhaite, autour des questions sur lesquelles je travaille depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, et qui concernent l'être coach, à travers des questions qui vont s'articuler autour d'une thématique que j'ai appelée l'hygiène du coach, l'hygiène du praticien, que je vais reprendre pour vous la préciser. Je pense que certains d'entre vous ont déjà une idée de ce que cela recouvre. Et puis, j'ouvrirai une thématique plus récente sur laquelle j'ai travaillé depuis ces dernières années et que j'ai intitulée « Le travail invisible ». Qui me paraît aujourd'hui être un point extrêmement important et qui fait tout à fait écho avec la façon dont notre présidente Annie Cotet et Pascal Pougnet, qui a organisé cette journée, l'ont introduite. À savoir que le coaching arrivait à une forme de maturité, les professionnels ont acquis des savoirs, des compétences qui n'ont pas forcément uniquement de relation avec la pratique d'outils ou la pratique de méthodes qui s'appliqueraient à l'accompagnement, mais que nous sommes, au fil de nos années d'expérience, de nos acquis, de plus en plus amenés à nous interroger sur nous-mêmes. Et c'est dans cet esprit-là que je vais conduire cet atelier, qui sera à la fois un temps d'apport réciproque, j'attends vos retours, et puis je vais vous inviter à vous interroger sur là où vous en êtes par rapport à ces différentes thématiques, là où vous pensez avoir cheminé, là où vous estimez avoir encore du travail à effectuer. Et puis voilà, on va essayer de créer ensemble cette dynamique collaborative autour de l'être coach, de la personne du praticien, de ce qui l'engage, de ce qui s'engage dans ce travail de relation, et parfois dans des circonstances difficiles. Et bon, voilà, les événements récents nous y confrontent de façon cruelle, violente, mais au fil des accompagnements, on est amené à rencontrer des problématiques qui viennent nous toucher aussi au plus profond de notre être, nous mobiliser, nous remettre en question. Et voilà, comment on fait avec tous ces éléments. Deux mots, donc moi je suis Reine-Marie Albou, alors j'ai une formation initiale de psychologue clinicienne. Je tiens beaucoup à ce terme de clinicienne parce qu'il est resté d'actualité pour moi tout au long de ma vie professionnelle. Je suis arrivée au coaching il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant, donc j'ai fait vraiment partie des pionnières avec cette culture de psychologue clinicienne, cet intérêt pour l'humain, l'être, la personne, le sujet, mais jamais en dehors de son contexte. Parce que dans ma formation initiale, j'ai aussi été formée à la psychosociologie, et cette question de la personne dans son environnement, dans son histoire, dans ses héritages, dans ses relations avec le monde, sont toujours restées pour moi des questions essentielles, et il me semble qu'en coaching, nous les retrouvons de façon quotidienne. Donc la psychologie, la psychosociologie, donc je me suis très vite intéressée au courant de la sociologie clinique, que vous connaissez peut-être, avec des personnes comme Vincent de Gaulle-Jacques, Eugène Henriquez, enfin tout ce courant m'a beaucoup nourri, fait travailler dans ma pratique de coach, et j'ai aussi, certains d'entre vous le savent déjà, un intérêt pour Carl Gustav Jung qui est très ancien, un parcours dans cette approche de la psychologie analytique ou de la psychanalyse jungienne que j'exerce par ailleurs puisque j'ai une double activité à la fois d'accompagnement professionnel, de supervision et aussi d'une pratique clinique en tant que psychanalyste et psychothérapeute analytique, ce que je revendique très tranquillement, à la fois le fait que je sois psychanalyste et psychothérapeute, ce qui est une pratique tout à fait noble et qui s'inscrit aussi dans des demandes contemporaines.
Voilà, donc j'ai nourri ma réflexion sur les questions que nous allons aborder ce matin au fil de mes intérêts propres. Hein. Jung disait une réflexion théorique, c'est toujours quelque chose qui se dit d'une équation personnelle. Donc en vous parlant de ces sujets, d'une certaine façon, je vais dévoiler aussi ce qui a été pour moi les fils importants de ma vie. Et je suis à l'ASF Coach depuis 1999, donc voilà, c'est aussi une histoire ancienne. Et vous dire aussi le plaisir que j'ai à être parmi vous aujourd'hui et à renouer avec le fil essentiel de notre société, qui a toujours été cette inscription du coaching dans les sciences humaines et sociales. Ça, pour moi, c'est tout à fait essentiel, et c'est bien dans cet esprit que je souhaite vous proposer de travailler. Bon, on n'a pas le temps de faire un tour de table qui correspondrait à nos 2 heures d'atelier, mais je vous invite vraiment à intervenir, à questionner, à contredire, et peut-être quand vous le faites, vous dites 2 mots, hein, à la fois de vous et puis de ce qui vous amène ici aujourd'hui. Moi j'ai déjà une question. Oui, bien sûr. Vous avez effectivement choisi d'être coach il y a longtemps. Qu'est-ce qui vous a en fait amené à choisir? Alors en fait, vous savez, je n'ai pas décidé d'être coach, mais je suis devenue coach parce que des clients m'ont sollicité pour le devenir en quelque sorte. À l'époque, je travaillais dans un cabinet conseil en ressources humaines où j'y faisais des activités assez classiques. J'avais fait beaucoup de recrutement, j'en faisais moins. J'avais fait beaucoup de conseils, d'évaluation, de formation, ce qui est d'ailleurs encore aujourd'hui une de mes activités. Et puis, j'ai vu arriver des demandes à l'époque de dirigeants qui étaient des demandes qui ne relevaient d'aucun des champs dans lesquels j'avais travaillé jusque-là, mais qui étaient des demandes du type, voilà, je me sens seule, j'aimerais bien pouvoir échanger avec vous dans un contexte qui ne soit ni celui de la formation, ni celui du conseil. Est-ce qu'on pourrait se voir régulièrement? Je suis confrontée à une difficulté particulière, je ne peux pas la partager avec mes collaborateurs, même mon comité de direction, parce que les enjeux sont trop lourds. Chez moi, plus personne ne veut en entendre parler. Voilà, et donc je me suis vue proposer à ces personnes des accompagnements personnalisés, mais à partir de la demande qu'ils ont pu m'adresser. Alors à l'époque, c'était des dirigeants, parce qu'eux avaient cette latitude de pouvoir construire sur mesure finalement une démarche à laquelle ils aspiraient. Donc je les ai accompagnés en individuel, en équipe. J'ai démarré quasiment concomitamment les accompagnements en individuel et d'équipe. Et puis à partir de là, voilà, je suis devenue coach. J'ai rejoint l'ASF Coach rapidement parce que moi-même, je me sentais très seule et j'avais besoin d'échanger avec mes pairs. On verra que c'est un des éléments essentiels de la pratique, de l'accompagnement, qui est une pratique solitaire, mais qui doit pouvoir trouver des lieux de partage, qui font vraiment partie de ce que j'appelle l'hygiène du praticien. Et quand je parle d'hygiène, croyez-moi, je l'entends dans toutes ces résonances psychologiques, physiques, sociales, parce que c'est bien souvent une question de santé aussi. Nous pratiquons des métiers qui sont extrêmement exposés, avec des taux de risque très importants, et j'insisterai sur ce point. Donc voilà, j'avais ce besoin de partager, d'échanger, de confronter, d'être reconnu aussi par mes pairs. Et c'est ce que j'ai trouvé à la Société française de coaching. Voilà. Voilà comment je suis devenue coach. Bon, c'est vrai aussi qu'à ce moment-là, j'avançais dans ma formation de psychanalyste. Je m'avançais aussi vers un début de pratique en tant que psychothérapeute analytique et psychanalyste. Et je dirais qu'il y a eu une conjonction là dans ma vie qui a été très favorable. Et que je me suis sentie aussi de répondre à ces demandes, qui m'engageaient en termes de responsabilité. Parce que les personnes que j'accompagnais étaient elles-mêmes en charge de responsabilités importantes. Alors aujourd'hui, je suis toujours coach avec beaucoup de plaisir, et avec beaucoup de plaisir aussi, j'ai vu ma clientèle s'élargir. C'est-à-dire que je ne vous dirai pas que je suis aujourd'hui coach de dirigeants. J'ai des dirigeants dans ma
clientèle de coach, mais j'ai aussi des personnes d'horizon, de niveau de poste dans les entreprises, d'âge très différents. Et je trouve qu'il y a un très grand enrichissement à cette pratique diversifiée, des personnes jeunes à des personnes qui se posent la question, par exemple, d'une nouvelle vie après avoir quitté l'entreprise. Voilà, et c'est cette diversité, moi, qui me porte et qui m'intéresse. Alors, donc cet atelier, il a un double intitulé, à savoir la question de l'hygiène, sur laquelle j'ai déjà pu intervenir à plusieurs reprises, mais que je vais reprendre, et une thématique qui tourne autour du travail invisible. Alors, si vous permettez, je vais commencer par vous dire 2 mots du travail invisible, ce qui me permettra de revenir sur les questions de l'hygiène et sur ce qui peut permettre au moins de s'en préoccuper, voire de la préserver. Alors, le travail invisible, c'est un sujet dont j'avais dit 2 mots dans un chapitre que j'avais rédigé et qui était consacré à la question de la formation. Le coaching, ça s'apprend, c'était le titre de ce chapitre, dans le livre d'or du coaching, qui a été publié en 2013 et qui était un ouvrage collectif sous la direction de Franck Bournois et Thierry Chavel. Donc dans cet ouvrage, on m'avait demandé une contribution sur la question de la formation, avec une interrogation qui m'avait intéressée. Et le titre, c'était « Coacher, ça s'apprend » ou « Le coaching, ça s'apprend », point d'interrogation. Et ce point d'interrogation, pour moi, il est essentiel, hein. Il est toujours présent. Et donc, j'avais terminé mon propos sur cette question de la formation par une thématique qui était celle de l'invisibilité du travail que fait le coach pour devenir coach. Il y a des tas de choses évidentes, pas forcément d'ailleurs pour tout le monde, nous y reviendrons, mais il y a une espèce de toile de fond, comme ça, hein, de trame invisible, qui me paraît aujourd'hui tout à fait essentielle, ne serait-ce que parce que, votre question me permet de vous le dire, je suis coach depuis 20 ans, je ne suis pas la même coach aujourd'hui qu'il y a 20 ans. J'espère que dans quelques années, je pourrai aussi dire que j'ai continué d'évoluer. Et l'essentiel de cette évolution, elle est nourrie par ce travail invisible, dont je vais néanmoins essayer de vous parler. Alors, ce travail invisible, comment décrire l'invisible ? Je l'évoquais comme un tissage constant, délicat, ténu, mais essentiel, qui est à l'œuvre tout au long d'une vie d'accompagnant, qui rassemble cette trame, les fils de l'histoire, de la personne, du coach, hein, de son désir d'être accompagnant, d'être coach, mais aussi des différentes tranches de travail thérapeutique que ce coach a pu faire. Trame qui englobe aussi la formation initiale, la formation continue. Cette journée en est un avatar, hein, de la formation continue. L'expérience accumulée d'année en année, d'accompagnement en accompagnement, parfois avec le sentiment d'avoir mené à bien cet accompagnement, parfois avec les sentiments de difficulté, d'échec auxquels nous sommes confrontés et dont nous ne parlons pas assez, et qui se tisse aussi avec la question de la supervision, qui est vraiment un pan essentiel, hein, de notre pratique. Donc elle intègre aussi cette trame, cette attention que nous portons à nous-mêmes, du moins je l'espère, à nos propres vies, celles des autres, le rapport à la culture, qui pour moi est extrêmement important, parce que nous vivons dans un monde qui nous traverse, auquel nous participons, qui est un monde nourri par des mythes fondateurs, des dimensions symboliques,
auquel il me semble vraiment essentiel d'être attentif, sensible. Hein. Je prenais le métro ce matin pour arriver jusqu'à vous, et sur l'une des stations de la ligne 6, je ne sais plus laquelle, peut-être d'Enfer-Rochereau, j'ai levé le nez de mon livre et vu avec surprise que l'ensemble des murs de la station étaient couverts de l'annonce du nouveau Star Wars. Hein, et que tous les héros de cette saga y étaient représentés. Et la personne à côté de moi a levé le nez en même temps et elle m'a dit « Mais c'est impressionnant, tout cela pour ce film !» Et je lui ai dit « Oui, mais c'est un des grands mythes fondateurs contemporains. Hein. Voilà, que depuis plusieurs générations nous vivons et qui reprend des grandes histoires archétypiques. Donc vous voyez à quel point ces mythes sont vivants et à quel point nous y sommes confrontés, pas seulement en lisant des livres savants, mais en allant au cinéma ou en prenant le métro ou en écoutant une chanson populaire. Et ce travail de sensibilité à ces questions, il est très essentiel parce que c'est celui aussi qui va nourrir notre posture d'accompagnant. Et combien de coachings peuvent se dénouer à partir d'un film vu ensemble, et sur lequel on peut échanger, d'un livre, d'une métaphore. Et donc c'est tout à fait important d'être branché sur cette source-là aussi. Donc le rapport à la culture, aux mythes fondateurs, aux dimensions symboliques, qui ne cesse d'enrichir le travail de l'accompagnant, encore faut-il qu'il y soit sensible et qu'il se l'accorde, parce que cela demande du temps. Et j'insistais donc dans ce chapitre sur le lien entre le travail invisible et le souffle de l'inspiration. Le lien aussi entre la vie de l'esprit et la créativité. Voilà, alors ce sont toutes ces facettes que nous allons reprendre ensemble et qu'il me semble vraiment important d'évoquer. Alors vous voyez, c'est un travail délicat parce que quand on parle d'invisible, quand on parle de la vie de l'esprit, quand on parle du souffle, de l'inspiration, de la créativité, des mythes, nous sommes bien loin d'une technique, d'une méthode, d'un outil, d'un référentiel. Et pourtant, il me semble qu'on est au cœur de nos êtres et de nos pratiques. Et vous m'accorderez que quand on n'a plus de souffle, on n'a plus de vie. Or, ce qui nous tient dans nos pratiques, c'est bien la vie, le souffle, l'inspiration et tout ce qui va se transmettre dans la relation avec cet autre qui nous sollicite. Voilà, alors toutes ces réflexions, bon, elles sont nées d'une vingtaine d'années de pratique en tant que coach, en tant que psychanalyste, en tant que superviseur. J'ai ce grand bonheur d'être sollicité aussi par des collègues sur des activités de supervision, que ce soit d'ailleurs dans le champ du coaching ou dans le champ de la psychothérapie ou de la psychanalyse. Et j'apprends beaucoup dans ces rencontres. Est-ce que c'est le moment peut-être pour vous rappeler quelques-uns des éléments qui avaient nourri ma réflexion autour des questions d'hygiène ? Ça sera peut-être une redite pour certains d'entre vous, mais bon, voilà, je vous propose quand même de revenir sur ces piliers. Alors, quand j'avais parlé des questions d'hygiène, je me souviens la première fois, c'était dans le DU de coaching de Paris 8, qui a été un des premiers coaching, un des premiers DU, une des premières formations universitaires qui portait sur la formation des coachs. Ce terme d'hygiène avait un petit peu surpris. On m'avait dit oui, mais l'hygiène, ça renvoie quand même à des questions de santé, à des questions de morale, à des questions qui surprenaient un peu. Alors que pour moi, vraiment, je maintiens que c'est tout à fait essentiel. Alors, je l'avais abordé, cette question de l'hygiène, à travers 4 pôles. Je parle encore aujourd'hui de 4 piliers, ou des 4 supports qui soutiennent, qui portent, par exemple, les chaises sur lesquelles nous sommes assis ce matin.
hein. Si l'un de ces piliers vient à manquer, il y a de fortes probabilités que vous vous retrouviez par terre, que nous nous retrouvions par terre. Donc il faut vraiment les penser, non pas séparément hein, les uns des autres, ces piliers, mais bien reliés les uns aux autres. Et vous allez... Pardon ? Vous voulez dire que tout ça, c'est psychodynamique ? Ah bah complètement, oui. Oui, oui, tout à fait. Et vous allez voir qu'avec ces 4 piliers, on retrouve, puisque Annie a reparlé de l'accréditation et du fait que cette accréditation, elle était au centre des préoccupations de l'ASF Coach, vous allez voir qu'on va retrouver les 4 pôles de l'accréditation de l'ASF Coach. Alors, j'avais au départ évoqué la question de l'hygiène psychologique. Parce que devenir coach, ce n'est pas rien. J'imagine que vous vous en êtes rendu compte. Et que entre le désir de devenir accompagnant et la réalité pour vous hein, de l'exercice d'être accompagnant, vous avez dû vivre un chemin qui, j'imagine, a été long, compliqué, jalonné de surprises, de bons moments, de déceptions, de difficultés. Et que vous avez pu mesurer à quel point la question qui s'était posée au départ pour vous, c'est-à-dire, j'imagine, celle de la vocation, hein, advocare, c'est être appelé. Être appelé à l'accompagnement se jouait dans une complexité sans cesse renouvelée. Donc l'hygiène psychologique, c'est tout à fait essentiel de s'en préoccuper chaque jour. Je propose depuis très longtemps une réflexion sur le fait que l'accompagnant, c'est toujours un enfant blessé, qui cherche à réparer sa blessure. Et que c'est toujours ce qui est à l'origine du désir de devenir accompagnant. C'est cette expérience d'un manque d'accompagnement qui est à l'origine du désir de devenir accompagnant. Et alors, vraiment, rassurez-vous, quand j'énonce cela, je ne vous encourage en aucun cas à une critique en règle de celles et ceux qui ont été vos parents, vos référents, vos figures tutélaires. Elles ont fait ce qu'elles ont pu, hein, la plupart du temps. Mais il n'empêche que devenir accompagnant, ce n'est pas en lien avec l'expression d'un savoir, d'une puissance, d'un confort, c'est toujours au contraire en lien avec une blessure. Donc, si on déroule cette idée que l'accompagnant est toujours un enfant blessé, on comprend pourquoi cet enfant blessé a d'abord besoin de se soigner, de soigner sa blessure, et qu'il y aurait un danger à considérer que devenir accompagnant est une façon de soigner cette blessure. Vous voyez, nous sommes dans un paradoxe. Hein. Devenir accompagnant s'ancre dans une blessure originelle. Et elle est essentielle, elle restera sensible tout au long d'une vie d'accompagnant, elle se réouvrira même peut-être parfois, mais ce n'est pas en devenant accompagnant que vous allez la soigner. Il y aurait là un court-circuit en quelque sorte, très dangereux pour vous et les personnes dont que vous allez accompagner, dont vous allez vous occuper. Donc la première étape est toujours celle du soin pour soi-même, donc du travail thérapeutique. Est-ce que nous sommes à peu près en phase? Et qu'est-ce que vous inspire peut-être cette toute première proposition? Oui. Un étonnement et une question, c'est le fait que vous disiez toujours. Toujours, oui. Et donc, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que c'est toujours c'est toujours comme ça, c'est toujours ce scénario-là? C'est un constat que j'ai pu faire voilà, au fil de ma propre expérience de vie, de travail, bon, qui est maintenant quand même un peu ancienne,
Mais c'est un constat aussi que d'autres partagent. Hein. Vous savez, nous sommes toujours les héritiers d'une tradition, et le coaching est l'héritier d'une très ancienne tradition de l'accompagnement, qui existe que depuis l'homme fait société. Hein. Le coaching n'est pas quelque chose qui arrive ex nihilo. Le coaching a reçu en héritage les grandes traditions de l'accompagnement philosophique, spirituel, éducatif, thérapeutique, et il en est l'une des formes contemporaines. Et depuis toujours, le médecin, la figure du soignant, est une figure d'un soignant blessé. Hein. Si je reprends un des grands mythes qui est à l'origine de la représentation du soin, hein, c'est toujours du médecin blessé dont il est question. Hein. Esculape est l'héritier de cette tradition d'une blessure qui fonde le désir d'accompagner, de soigner, de guérir. Hein. Donc je n'ai jamais rencontré de contre-exemple. Ça a été repris d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Le guérisseur blessé. Oui, bien sûr. Sur la santé, de Jean Montbourquet. Ben oui, qui lui-même s'inscrit dans les grandes traditions à la fois de la psychosociologie et de l'approche jungienne. Hein. Il connaît très très bien Jung. Jung le dit toujours, et il ne cesse de le répéter. Le soignant est un blessé au départ. Et c'est pour ça qu'il va devenir soignant. Parce que franchement, c'est quand même une activité très compliquée, très contraignante, pas tant rémunératrice que cela, qui nous oblige en permanence à nous remettre en cause, à vivre des situations difficiles. Donc qu'est-ce qui pourrait nous y engager autrement que de soigner au plus près quelque chose qui nous appartient en propre, hein, qui est une question intime, ontologique. Donc moi je vous invite vraiment à réfléchir à cette question, hein, en tout cas. Je voudrais poser une question. Est-ce que finalement, tout être a son enfant intérieur qui est éminemment vulnérable, et ça, on ne sait pas, personne ne peut y échapper, et donc finalement, est-ce que ce n'est pas cet enfant vulnérable en nous qui va rejoindre la vulnérabilité de l'autre? Mais absolument. Donc voilà, finalement, absolument. C'est par là qu'on peut dire la blessure, elle est initiale. Oui. À cette fragilité. Hein, Oui, tout à fait. Alors, je vous rejoins tout à fait sur la question de la vulnérabilité. Et voilà que les événements récents nous montrent à quel point nous sommes tous infiniment vulnérables. Et ça, c'est une question humaine. Je pense que les accompagnants sont encore plus vulnérables que les autres, hein, parce qu'il y a une vulnérabilité intrinsèque à l'être humain qui naît dans cette prématurité très grande, hein, et qui le rend extrêmement dépendant de l'autre, des autres, et donc de leurs carences. Hein. Pour autant, si chaque être humain peut en faire l'expérience, celui ou celle qui va s'orienter vers les métiers de l'accompagnement, on a fait une expérience encore plus intime. Et cette expérience, elle est souvent inscrite aussi dans le transgénérationnel. Quand je forme des collègues psychothérapeutes ou psychanalystes, je dis souvent que pour devenir psychothérapeute ou psychanalyste, il faut qu'un scénario se soit déroulé sur plusieurs générations. Et on remonte comme ça dans l'histoire des personnes jusqu'à des traumatismes qui ont pu être collectifs, hein, familiaux ou individuels, et qui se sont rejoués sur plusieurs générations. Et de même que pour fabriquer un schizophrène, il faut en général 3 générations, hein, du temps. Pour fabriquer des accompagnants, il en faut aussi plusieurs. Hein. Donc on peut dire qu'il y a une actualisation particulière de cette question de la blessure chez celles et ceux qui vont un jour s'orienter vers ce métier. Hein. Ce qui vous engage aussi, et je ne saurais trop insister sur ce point, à un travail thérapeutique individuel, bien entendu, qui d'ailleurs souvent se fait en plusieurs tranches, vous savez qu'on n'en a jamais terminé, mais aussi peut-être un travail qui peut vous amener à travailler au niveau de ces questions du transgénérationnel, hein, c'est-à-dire de votre histoire, de vos héritages,
de ce dont vous êtes porteur sans toujours en être conscient. Moi, j'ai pu en expérimenter les bénéfices pour moi-même et je sais que avec des personnes que j'accompagne, que ce soit en coaching, en supervision ou en thérapie ou en analyse, il y a un moment du travail où je peux tout à fait les inviter à faire ce type de démarche parce qu'elles viennent aussi redonner du sens à une histoire personnelle pour la relier à une histoire familiale, l'histoire d'une région, l'histoire collective, l'histoire d'un pays. Et on se sent d'autant plus en place qu'on est dans ce lien avec celles et ceux qui nous entourent et qui nous ont précédés. Donc, un enfant blessé qui cherche réparation. Un accompagnant qui n'a plus envie de faire son métier, c'est un enfant gay. Ah c'est peut-être quelqu'un qui... Alors tout dépend des raisons pour lesquelles il n'a plus envie de faire ce métier, mais on peut imaginer beaucoup de raisons, c'est difficile d'en donner une. Mais en fait, assez curieusement, je connais peu de personnes voire pas de personnes qui ont démarré dans ce métier, qui l'exercent et qui n'ont plus envie de l'exercer. Mais c'est vrai. Je trouve ça intéressant de la poser à l'envers. Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison. Je vous invite à y réfléchir et peut-être à élaborer quelque chose à partir de cette interrogation. Et je vous invite peut-être à écrire quelque chose sur cette question. Alors, voilà, la question de la blessure, la question du soin, qui ne doit pas être court-circuité par le devenir accompagnant. Vous comprenez bien cette problématique-là? Parce que là, il y aurait vraiment un risque. Donc, le parcours thérapeutique, il est essentiel. Pour moi, il fait vraiment partie de l'hygiène de base. Alors, certains l'ont mené avant cette entrée dans le devenir accompagnant. D'autres en perçoivent l'intérêt au moment où ils s'engagent. Mais en tout état de cause, je ne vois pas comment on peut en faire l'économie. Alors j'ai été amenée à entendre de très nombreuses controverses sur cette question. Peut-être qu'aujourd'hui, le public est plus familier de ces préoccupations. Mais il y a 20 ans, ou 15 ans, ou 10 ans, j'avais beaucoup d'interrogations et de personnes qui me disaient « mais enfin, au contraire, je ne vois pas du tout pourquoi, je n'en ressens pas le besoin. » Bon. Alors, ça m'a fait réfléchir. Alors, il y a des tas d'arguments que je pourrais reprendre avec vous. La nécessité de travailler sur soi, l'intérêt qu'on peut en ressentir, l'expérience extraordinaire que représente un travail thérapeutique, ce voyage initiatique, cette rencontre avec soi au plus profond, parfois au plus inconfortable, la maturité que cela donne, l'expérience de l'accompagnement qu'on y acquiert. Et puis, au fil de ces interrogations, je crois que j'ai touché une sorte de fond, de socle. Et je me dis aujourd'hui, mais comment imaginer accompagner un autre sans avoir vécu soi-même cette expérience de l'accompagnement? Mais quelle présomption que de ne pas vivre pour soi, alors qu'on se propose d'accompagner un autre, quelque chose qui pour moi est tout simplement une obligation anthropologique. Voilà, et je ne pourrais rien vous dire de plus que cet élément qui pour moi alors les englobe tous, et qui revient à considérer que avoir ce projet d'accompagner un autre ne peut se faire sans l'obligation anthropologique d'avoir vécu un accompagnement pour soi. Voilà. Et qui nous met au cœur de la problématique humaine, de la vulnérabilité, de la fragilité dont vous avez tout à l'heure parlé. Bon, voilà, l'hygiène psychologique, c'est bon? Un des 4 piliers. Alors, devenir coach, pratiquer l'accompagnement de type coaching, ça suppose en général de s'y former. À quelques exceptions près de personnes qui ont déjà un cursus qui les a préparées aux questions qu'elles vont rencontrer au fil de l'accompagnement. Donc, se former à l'accompagnement.
c'est aussi, me semble-t-il, voilà, quelque chose dont on ne peut pas faire l'économie. Hein. Alors, il y a aujourd'hui de nombreux cursus qui existent, qui permettent à chacun, finalement, selon sa sensibilité, selon sa formation initiale aussi, hein, de choisir ce qui lui conviendra le mieux. Mais je ne vois pas non plus comment on peut arriver à cette pratique du coaching sans s'y être formé. Alors, entendons-nous bien, hein, quand moi je parle de formation longue, c'est-à-dire qu'ils vont se dérouler sur un cursus qui va durer 20 à 30, 40 jours, sur au minimum une année, avec des apports pluridisciplinaires, dans un cadre universitaire ou de formation privée, hein, il y en a de grande qualité, mais qui vont toujours se dérouler sous les auspices aussi d'intervenants différents, hein, avec des sensibilités différentes, des cursus différents. Hein. Le coach, il a une culture en psychologie, en sociologie, il a une culture des organisations, il a une connaissance un peu dans les champs économiques, dans les champs historiques. C'est quelqu'un qui a un esprit ouvert. Donc les formations de qualité, ce sont ces formations aussi qui encouragent à cette ouverture. Donc là, il ne faut pas se tromper. Mais il en existe vraiment aujourd'hui de nombreuses qui permettent le choix. Ce sont des formations théoriques, ce sont des formations qui vous encouragent aussi à une pratique supervisée. Donc, au départ, surveillée, contrôlée. Ce sont aussi des formations qui vous encouragent à l'écriture et qui vous proposent de produire un mémoire. Et j'insisterai beaucoup, si vous m'y autorisez, sur cette question de l'écriture, qui pour moi est centrale. Alors, je vous parle de mon expérience, puisqu'il se trouve que au fil de ma pratique, j'ai été invitée et amenée à écrire, et il me semble que cette expérience de l'écrit, elle est fondatrice aussi d'une identité. Parce que écrire, c'est s'obliger à penser, au bout d'une pensée. C'est s'obliger à élaborer quelque chose. Et c'est un encouragement formidable à la réflexivité. Moi, il m'arrive d'écrire et de me dire « Ah, mais alors finalement, je pense ça. » Je ne le savais pas vraiment. Inconsciemment, j'en étais porteuse, mais être obligée de l'écrire, parce que mon éditeur m'a demandé 20 000 signes ou 200 000 signes, donc il faut que j'écrive sur telle ou telle thématique. Ah bon, alors je pense ça. Voilà, c'est une découverte, mais ça vaut le coup de le faire quand même. Hein. Donc moi, je vous encourage, dès que les occasions vous sont données, à produire des écrits sur vos pratiques, sur vos intérêts, sur vos lectures, sur vos questionnements. C'est comme ça que vous allez beaucoup avancer. Par exemple, si on vous invite à donner une conférence, à animer un atelier, prenez ce temps préalable de l'écriture. Non pas pour rester collé au texte et le lire, mais parce que c'est cette élaboration première, passant par l'écrit, qui va véritablement vous amener à creuser et à vous rencontrer, parfois avec étonnement. Voilà, la formation, c'est tout cela. Et alors, une fois qu'on est diplômé d'une formation en coaching, tout commence. C'est-à-dire qu'on croit avoir véritablement franchi un pas et puis on se rend compte qu'on en est au tout début et que toute la vie d'accompagnant sera une vie de formation, de conférences, d'ateliers, voilà, dans des contextes qui sont ceux dans lesquels on a pu évoluer au départ, se former au départ, et aussi en allant explorer ailleurs. Alors, je fais juste une incise, si vous voulez bien, qui rejoint un élément que j'ai évoqué presque en préambule, c'est celui de la culture. Pour moi, c'est tout à fait essentiel, quand on accompagne, d'être cultivé. Mais je voudrais aussi revenir sur ce terme de cultiver. Non pas au sens académique, où en France on l'entend. Ça n'exclut pas la culture académique, qui est d'une très grande richesse. Mais se cultiver, prenez-le plutôt dans sa métaphore jardinière, si vous voulez bien. C'est-à-dire, c'est aller au cinéma, aller au théâtre, écouter de la musique, participer à des ateliers d'écriture, avoir le goût de l'histoire, de l'anthropologie, enfin que sais-je. Mais c'est de veiller à avoir du temps, parce que ça demande du temps,
pour rester en lien avec ces sujets, qui vont nourrir ô combien vos pratiques. Donc interrogez-vous, hein, puisque je vous ai proposé que dans cet atelier, à travers les quelques apports que je tente de vous faire, vous réfléchissiez. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de prendre quelques post-it. Et sur chacun des sujets que je vous propose, hein, l'hygiène psychologique, la question du travail thérapeutique, de la connaissance de soi, de son histoire, peut-être vous pouvez, sur les post-it qui vont circuler, vous dire, bah, tiens, où j'en suis sur cette question? Qu'est-ce que cela éveille en moi? Qu'est-ce que cela pourrait m'inviter à explorer, à re-questionner, hein? Donc faites-le pour chacune des thématiques que je vous propose. Et puis si vous voulez bien, on ira les accrocher à la fin. Ça peut être anonyme, hein, mais l'idée c'est de vous mettre au travail. Donc là, on a évoqué la question de l'hygiène psychologique. On est à l'hygiène mentale, hein. Donc on a ouvert sur le champ de la formation. Oh, on s'en fiche finalement des couleurs différentes. Vous pouvez prendre une couleur sur chacune des thématiques, mais nous nous sommes rendus compte ce matin qu'il n'y avait pas suffisamment de couleurs pour toutes les thématiques. Donc vous faites un peu comme bon vous semble. Par contre, vraiment, si vous voulez bien vous livrer à cet exercice, je pense qu'il peut être fécond. Donc hygiène mentale, la question de la formation initiale, la formation continue, tous les apports qui peuvent être faits, dont vous pouvez bénéficier dans différents champs, la question de la culture et d'un rapport à la culture, d'une culture vivante. Je vous rapporte une toute petite anecdote qui me revient à l'esprit d'un coaching très laborieux que j'ai eu l'occasion de mener il y a quelques années, avec une femme qui était dans un contrôle, une rigidité extrêmement présente à tout moment de cet accompagnement que je vivais avec elle, et où elle arrivait avec une liste de... Alors elle, pour le coup, elle utilisait l'écrit dans un registre de verrouillage, hein, et elle arrivait à sa séance avec... toute une liste des choses qu'elle avait faites, qu'elle avait mises en œuvre, des sujets qu'elle voulait travailler. Elle prenait ses feuilles, elle me les lisait. Je ne pouvais à peine poser une question, ouvrir que elle avait une réponse. Voilà. Donc c'était un peu compliqué pour moi de trouver ma place. Et je sentais en moi monter une irritation, un manque d'inspiration, puisque je manquais de souffle, hein, d'espace de respiration, et pour tout vous dire, une forme d'agressivité que j'avais un peu du mal à contenir. Hein. Ce qui était d'ailleurs la raison qui l'avait amené en coaching, c'est que son N+1 lui reconnaissait de très nombreuses qualités en termes de mise en place, de procédures, de suivi de projet, de dynamisme, de compétences techniques, mais elle avait énormément de mal à développer un management ouvert et participatif. Et elle suscitait beaucoup de rejets dans les équipes auprès desquelles elle intervenait. Et évidemment, elle n'avait pas manqué d'importer sa problématique dans le coaching, et je me retrouvais, moi, coach, très irritée par ses comportements. Bon, vous savez tout ça, hein, c'est du classique. Donc, il faut être très à l'écoute de son contre-transfert. Hein, et on est d'autant plus à l'écoute de son contre-transfert qu'on a travaillé sur soi et que l'on sait ce qui nous appartient, les problématiques qui sont les nôtres et qui s'animent invariablement dans un accompagnement, et ce qui appartient à l'autre. Et donc j'étais fort irritée et je commençais à sentir poindre une agressivité que j'avais un peu de mal à contenir. Et les séances se reproduisaient et je ne savais plus comment ouvrir sur autre chose. Et puis un jour, elle ouvre son sac qui était plein, mais plein de documents, de dossiers, de papiers. Et s'en échappe Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. Il tombe entre nos pieds. Voilà. Alors ce Cyrano de Bergerac, évidemment, vous imaginez, nous a donné l'occasion,
enfin de passer à tout à fait autre chose. Hein, parce qu'il se trouve que, bon, comme beaucoup de personnes, c'est une pièce que j'aime beaucoup. Je venais de la voir très peu de temps avant à la Comédie Française. Et je lui dis, ah, Cyrano de Bergerac, vous aimez ce... Ah oui, elle me dit, oui, j'en connais des tirades par cœur. Oui, mais bon. Et donc je lui ai dit, mais alors, laquelle, hein? Et donc elle m'en a récité une. Et là, ça nous a permis d'accéder à tout à fait autre chose. Parce que ça a été un moment d'abord d'intense émotion, hein, pour elle comme pour moi. Et puis ça lui a permis de m'expliquer qui elle était vraiment. C'est-à-dire cette femme d'émigrés portugais, hein, dont la maman était concierge dans un immeuble, qui n'écrivait pas ni sa propre langue, ni le français. Les efforts immenses qu'elle avait dû faire, elle, pour se tenir à un certain niveau. Hein. Alors, l'histoire d'une névrose de classe, que vous connaissez aussi, l'histoire d'une sortie, hein, de quelque chose, d'une nécessité de tenir, de maîtriser, de contrôler son accent, hein, son milieu d'origine. Et puis, avec Cyrano de Bergerac, à la fois on a pu refaire cette histoire et recontacter quelque chose, hein, de l'émotion partagée, du plaisir à se dire ce texte qui nous a occupés toute la fin de la séance. Hein. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Donc, Cyrano de Bergerac a sauvé le coaching. Hein. Donc, vous voyez l'importance de pouvoir se saisir de ce type de matériaux qui sont des matériaux qui nous renvoient à la question du monde sensible, de la création, du souffle et de l'inspiration, et là on en a retrouvé. Bon, hygiène mentale, la formation d'origine, la formation continue, l'ouverture. Alors, sur la question de la formation, je voudrais dire quelque chose. Il y a une tentation actuelle. J'imagine que comme moi, vous êtes bombardés sur Internet de propositions de formation qui vous arrivent et qui concernent des outils, tous plus extraordinaires les uns que les autres, et qui vont vous permettre d'arriver à des résultats formidables. Alors quand je parle de formation initiale et continue, ce n'est pas de cela dont je parle. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas forcément quelques outils à sa disposition, 1, 2, 3 peut-être, auxquels on s'est vraiment formé, que l'on est donc en mesure d'utiliser d'une façon vraiment très professionnelle. Mais se former à l'accompagnement, ce n'est pas se former à des outils. L'outil va arriver comme un apport qui va nourrir l'accompagnement. Mais l'outil ne peut pas être au centre de l'accompagnement. Parce que quand il est au centre de l'accompagnement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accompagnement. À Paris 8, on m'avait demandé, et c'est assez demandé par les jeunes apprentis coachs, de faire une formation, enfin une intervention sur la question des outils. Ce qui ne me tentait pas trop, et puis Annie a beaucoup insisté, Annie s'occupait du DESU à cette époque, et j'avais fait une sorte de pirouette en proposant le titre suivant, la place des outils dans l'accompagnement, ou les outils à la place de l'accompagnement. Point d'interrogation. Et c'était sur cette thématique que j'avais proposé aux étudiants de travailler, tout en évoquant l'intérêt que pouvaient représenter certains outils. Et donc je vois comme ça des collègues qui vont de formation outil en formation outil, qui construisent une sorte de pyramide, mais c'est un château de cartes. Si le socle n'est pas en place, le socle c'est vous. C'est vous dans votre être profond, dans votre histoire, dans votre travail personnel, dans la formation que vous avez pu entreprendre, dans le rapport que vous avez au monde qui vous entoure, aux autres. L'outil, il va enrichir, mais il ne peut pas se substituer. Est-ce que vous considérez que du coup, le meilleur outil du coach, c'est lui-même? Ah bah bien sûr, merci de le dire. Nous sommes notre outil. Et nous nécessitons des accordages quotidiens. Vous voyez le violoncelliste accorder son violoncelle, le violoniste accorder son violon, vous voyez le danseur qui tous les jours fait des exercices à la barre, vous voyez l'artisan qui refait tous les jours les gestes qui deviennent des évidences. Nous sommes notre outil.
et nous devons en prendre soin. Les temps sont rudes, hein, et nous sommes confrontés à des problématiques d'accompagnement qui sont de plus en plus rudes et qui mettent en cause le rapport au travail, qui est parfois d'une extrême violence, hein, le rapport au social, le rapport aussi à des environnements familiaux qui se dégradent, qui se délitent, et nous sommes sollicités à des niveaux extrêmement intimes, hein, profonds. Merci de cette remarque, parce qu'évidemment, c'est aussi une de mes hypothèses de base, hein. C'est que nous sommes des enfants blessés qui cherchons réparation, et c'est pour cette raison que nous pouvons devenir de bons accompagnants, si tant est que nous mettons en place ce qui va nous permettre aussi, hein, d'aller mieux. Et nous sommes au cœur de notre pratique, hein, l'être coach. Oui, Catherine. Catherine Lachat, je suis responsable d'un dispositif de coaching interne à la direction générale de Pôle emploi. J'avais une question portant sur la nécessité ou pas de partager une culture commune avec les personnes que l'on accompagne. Vous dites, voilà, il faut être cultivé, vous faites des références à l'anthropologie, à l'histoire, etc. Vous n'êtes pas sans savoir que nous accompagnons aussi parfois la fameuse génération Y, etc. Et donc, est-il nécessaire d'avoir une culture commune aussi avec ces jeunes générations? Et par ailleurs, pour accompagner des managers dans l'organisation, est-il nécessaire aussi d'avoir été un manager, ou en tout cas de partager cette culture managériale? Alors, je vais essayer de répondre sur 2 points, Catherine. Pour la première, c'est aussi une très jolie perche là que vous me tendez. Star Wars, ça fonctionnera très bien aussi, hein. C'est-à-dire que quand je parle de culture, bon, j'ai cité Cyrano de Bergerac parce que cet exemple me revenait à l'esprit, je pourrais aussi vous parler d'un match Roger Federer-Nadal qui m'a permis de débloquer une situation d'accompagnement, hein. Voilà, parce que j'avais en face de moi quelqu'un qui était assez clivé, hein, sur 2 modalités, et ce match-là nous a permis de redialectiser ces 2 pôles. Donc, la culture au sens large. Par contre, je crois qu'effectivement, ça doit nous encourager à l'intergénérationnel dans nos vies, hein, parce qu'en tant que praticien de l'accompagnement, nous faisons un métier, c'est une chance, où nous vieillissons bien, hein, où l'âge est un atout. Si tant est que nous ne sommes pas devenus gâteux, hein. Je me revois récemment dans un théâtre où un monsieur qui était peut-être un peu plus âgé que moi protestait parce qu'il y avait des classes un peu bruyantes qui étaient en train de s'installer et qui venaient aussi assister à la pièce de théâtre, à qui j'ai pu dire qu'il était fort heureux que ces jeunes bruyants viennent assister au théâtre, sinon on se retrouverait entre vieux cons comme lui et moi, et que franchement l'intérêt même d'aller au théâtre serait moindre. Donc c'est important de rester branché sur ce qui intéresse nos jeunes, ce qui aussi nous amène à ne pas dévaloriser leur culture, hein. Voilà, le cinéma, les séries, les séries que l'on voit maintenant à la télé ou sur le net, certaines sont remarquables, mais même les jeux vidéo, voilà, il faut rester dans cette ouverture, hein, et vivre dans un monde qui est le plus ouvert possible. Game of Thrones, ça marche très bien, hein. Voilà, donc ouvrez-vous à la diversité, hein. Par rapport à la culture managériale, c'est un des points que je vais aborder aujourd'hui, qui est qu'effectivement pour moi le coach, c'est un des aspects de son hygiène mentale, et de son principe de réalité, c'est quelqu'un qui connaît la vie dans les organisations, hein. Il y a eu un courant aussi, il y a quelques années, où des confrères, psychanalystes, psychothérapeutes, ont cherché à s'ouvrir au coaching et à devenir coach, ce qui en soi tout à fait intéressant, sauf à ce que ces personnes n'aient aucune expérience de la vie dans les organisations et n'aient vécu que des vies de cabinet, par exemple, en libéral. Et là, je pense qu'il manque un registre, hein, parce que partager une culture managériale, une connaissance métier, à mon avis, pas forcément.
Et peut-être même il y aurait un danger, quelquefois, à être trop dans une proximité. Et là, il y a le risque de virer au conseil. Hein. Ah, je connais le métier, ah bah oui, moi-même j'ai été confrontée à cette problématique. Ah bah tiens, s'il fait ça, ça va mieux fonctionner, je lui donne quelques conseils. Ça peut être un piège. Hein. Par contre, avoir vécu une expérience dans les organisations, avoir vécu au quotidien ce qu'est l'entreprise, ses jeux spécifiques, y avoir exercé des responsabilités, oui, ça je crois que c'est indispensable. Savoir de quoi l'on parle. Hein. Et on parle quand même d'une réalité qui a ses spécificités, qui a beaucoup évolué, qui plus est, en l'espace d'une génération. Hein. Et je crois que c'est important de s'y être vraiment frotté, d'y avoir perdu des plumes aussi, hein, et d'en connaître la culture, les cultures. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'où l'avènement du coaching interne. Alors, je suis coach chez Xerox, donc je m'appelle Véronique Costas. D'accord, oui, oui. Alors le coaching interne est une des formes, effectivement, hein, de cette préoccupation d'apporter une forme de coaching, hein, qui soit au plus près, hein, des vécus. Hein, moi, je suis très intéressée par la question du coaching interne et je pense que les coachs internes sont très méritants, hein, parce que, encore plus que d'autres, parfois, ils vivent des pressions, des injonctions paradoxales extrêmement fortes, et plus que d'autres encore, ils ont la nécessité de faire ce travail dont je suis en train de parler. J'ai bien fait de venir. Pardon ? J'ai bien fait de venir. Je suis coach interne chez Orange. D'accord. Oui. Parce que vous voyez, le coaching, c'est une position d'extériorité, hein, je crois qu'on est d'accord là-dessus, mais c'est difficile d'avoir une position d'extériorité quand on est dedans. Hein. Et pourtant, c'est la réalité des coachs internes. Voilà. Comment font-ils ? Il faut être créatif, hein, aussi. Oui, bien sûr. Apporter un témoignage, je suis Nilfar Bior, je suis coach interne et coach externe, les deux. Mais, en tant que coach interne, moi j'ai un passé d'ethnologue et dès le départ dans l'entreprise, j'ai été tout le temps dans la posture dedans et dehors. Tout le temps dedans et dehors. Oui. Et là c'est vraiment très très important, sinon on est complètement englouti dans le système, on ne voit plus les travers du système. Oui, oui, mais ça c'est un point très 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 important que vous évoquez. Je vais aussi le reprendre à travers les éléments que j'évoquerai concernant la nécessité, quand on est accompagnant, les choses s'ajoutent, hein, la question du travail sur soi, la question de la formation, la question de l'utilisation des outils, de l'ouverture culturelle, de l'ouverture à la diversité, hein, des générations, des milieux, des métiers, le temps que l'on prend, hein, pour cultiver ce jardin. Dans la mesure où nous exerçons une activité où nous sommes notre outil de travail, qui est une activité que nous menons de façon solitaire, hein, dans une position d'extériorité, d'avoir des lieux où partager, hein, ces enjeux-là. Et j'y viens. Alors, on pourrait dire que ce qu'on s'est dit sur la connaissance des organisations, c'est une hygiène qui tient dans le rapport à l'environnement. Être coach, c'est aussi avoir intégré un principe de réalité. Et d'une réalité qui n'est pas du tout une réalité simple. Annie l'a dit, hein, Pascal l'a repris aussi ce matin dans l'introduction, c'est une réalité de la complexité. Et nous œuvrons dans ce milieu. Quand nous accompagnons une personne, nous l'accompagnons dans le contexte dans lequel elle évolue. Et s'y intéresser pour le moins, en avoir des représentations, pouvoir les partager, les comprendre, me paraît tout à fait essentiel. Ce qui vient questionner aussi, alors une approche du coaching qui n'est pas du tout celle de l'ASF Coach, mais qu'on a pu parfois observer, qui serait celle d'un coaching trop psychologique, hein, centré sur la dynamique intrapsychique du sujet, hein, et où on interpréterait ce qui l'amène en séance à l'aune, hein, de cette dynamique seulement intrapsychique. Moi, je suis psychanalyste, mais alors je m'oppose fermement à ces pratiques parce que on est là dans un champ interactif qui nécessite, hein, de faire ces allers-retours permanents entre
le sujet, le contexte, l'environnement, l'histoire, les pressions extérieures, etc., etc. Donc c'est cette ouverture à la complexité qui peut nous permettre d'avancer. Autre point dans le rapport à l'environnement, donc cette expérience directe dont j'ai parlé, bon, je ne vais pas développer ce point, mais j'insiste sur les conditions de votre pratique quand même. Enfin, je vous invite à y réfléchir. Dans quelles conditions exercez-vous votre métier? Bon, les coachs internes, les coachs externes, quel type d'activité avez-vous par ailleurs? Vivez-vous du coaching? Quelles sont les contraintes économiques qui sont les vôtres? Est-ce que vous êtes en capacité de refuser une mission ou pas? Donc tous ces éléments font partie de l'hygiène. Vous savez que nous recevons des personnes qui sont souvent en très mauvais état. Quand elles arrivent dans nos cabinets, elles sont dans des moments de crise, elles viennent rarement quand tout va bien, et donc elles nous amènent des problématiques de souffrance au travail, de gestion du temps difficile, de charge, de burn-out, passé ou potentiellement à venir, de délocalisation, de restructuration, de décisions difficiles à prendre, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe si vous-même vous êtes en mauvais état, dans un lieu qui ne vous convient pas, avec des problèmes vous aussi de gestion du temps, vous aussi de contraintes diverses et variées? Est-ce que vous croyez vraiment que ces conditions qui sont les vôtres à ce moment-là, sont les bonnes conditions pour accompagner quelqu'un qui vous sollicite pour trouver des voies nouvelles? Donc réfléchissez-y. Il y a peut-être parfois des réaménagements à faire. N'oubliez pas les post-it que vous alimentez au fur et à mesure. Alors, ça, c'était le troisième pilier, vous voyez, le rapport au monde dans sa complexité, dans sa réalité, le monde des organisations, le monde de sa propre organisation, de son installation, de la façon dont on mène son activité, des conditions d'exercice. Tout cela fait partie d'un troisième pilier qui est cette hygiène du rapport au monde. Alors, il y en a une quatrième, que j'avais appelé l'hygiène de l'ouverture et de la disponibilité. Parce qu'évidemment, vous vous êtes formé, vous avez fait un travail thérapeutique, ou plusieurs, vous vous êtes formé, vous vous êtes installé, vous allez commencer une pratique, ou vous avez une pratique, et les choses ne vont pas du tout se passer comme vous l'avez imaginé. D'accord ? Et donc là, il va falloir inventer quelque chose que vous n'aviez pas du tout prévu. Et plus vous allez vous arc-bouter sur vos attendus, vos représentations, et plus la situation va devenir difficile. Donc, comment vous pouvez assouplir les choses? Là se pose la question, par exemple, de la supervision. Vous avancez dans une pratique, est-ce que vous avez des lieux pour en parler? Réfléchissez-y sérieusement. Est-ce que là, vous avez en tête la possibilité de travailler dans l'attente de votre prochaine séance de supervision individuelle ou collective, le cas ou les situations qui vous préoccupent? Est-ce que vous disposez de cet espace psychique? Parce que la supervision, c'est ça. En réalité, c'est quoi? C'est une séance d'1 heure ou 2 heures, une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines si vous êtes en individuel. C'est une séance mensuelle d'une journée ou d'une demi-journée si vous êtes en collectif. C'est peu de choses par rapport à votre activité en elle-même. Par contre, ça veut dire que si vous y êtes en supervision, vous avez ouvert en vous un espace tiers qui est celui de la supervision, le travail invisible. Parler de l'invisible, parler de la vie psychique, de la vie de l'esprit. Ça veut dire que quand vous êtes en train de travailler, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez vous dire « Ah, là, il se passe un truc, je ne comprends pas bien, ça s'est déjà produit la dernière fois. » Puis il y a un petit espace où vous pouvez le ranger en vous disant « Tiens, je vais en parler en supervision. » Ça veut dire que vous n'êtes pas collé complètement à la situation. Vous êtes en train de travailler et vous êtes en train d'élaborer ce que vous travaillez. Vous êtes dans une position réflexive. Bon, ça c'est essentiel pour votre santé. Donc la supervision, indispensable. La supervision vivante, dynamique, qui doit ni être une séance de torture,
ni un dialogue sympathique entre deux copains qui se connaissent bien. Hein. Le superviseur, c'est un tiers. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en confiance, mais aussi dans une position d'altérité. Hein. Donc, ce n'est pas votre formateur initial. Vous êtes censé l'avoir quitté. Hein. Le philosophe Nietzsche disait que c'était faire injure au maître que de rester son élève. Je trouve que c'est très juste. Hein. Nietzsche. Hein. Il a dit beaucoup de choses, mais il a dit beaucoup de choses intéressantes. Hein. Donc voilà, émancipez-vous. Il faut aussi le communiqué de la SF Coach suite aux événements du 13 novembre est très juste. Hein. Le coaching, c'est un parcours d'émancipation. C'est un parcours de libération. Ça doit l'être au préalable pour le coach. Vous avez dû le vivre. Vous devez continuer à le vivre. Si vous ne le vivez pas, questionnez-vous. Hein. Aussi d'émancipation par rapport à celles et ceux qui vous ont formés, par rapport à vos référentiels théoriques d'origine, dont vous avez pris un peu de distance, avec lesquels vous êtes encore en familiarité, mais plus en dépendance ou en interdépendance. Hein. Donc on change de superviseur de temps en temps, on va de l'individuel au collectif, du collectif à l'individuel. Voilà, on est dans ce questionnement. Autre point très important, pour vivre cet inattendu, ce qui va surgir, ce qui n'était pas prévu, la question de l'appartenance à des sociétés professionnelles. Hein. Vous êtes seuls, nous sommes seuls dans nos cabinets. Hein. Il y aurait un danger à s'isoler, plusieurs dangers d'ailleurs. Aller à la rencontre des sociétés professionnelles, y vivre, c'est tout à fait important. Alors, c'est quelque chose que j'ai repris, je vous en dis 2 mots maintenant parce que je vois que l'heure tourne, concernant le travail invisible. Parce qu'à la fois, ça peut sembler assez évident que de vous dire c'est important pour vous d'aller travailler dans une société professionnelle. Je ne fais pas particulièrement l'apologie de la Société française de coaching, même si je suis très fière d'y appartenir, hein, et que je pense qu'on a vraiment fait du bon boulot depuis bientôt 20 ans. Mais l'idée, c'est d'aller fabriquer du tiers aussi dans une société avec des confrères, des consoeurs, avec un processus d'accréditation qui, à un moment donné, va vous donner aussi des signes de reconnaissance ou vous indiquer peut-être un chemin qu'il vous reste encore à parcourir, hein, de participer avec ses collègues à des journées comme celle-ci, à des conférences, de passer de bons moments. Hein. Tout cela peut sembler évident. Ça, c'est la face lumineuse des sociétés professionnelles. Il y en a une autre qui est plus difficile, parce que de fait, dans les sociétés professionnelles, et ça je l'ai vécu dans le milieu de la psychanalyse comme dans le milieu du coaching, les échanges sont parfois rudes. Et les relations sont assez... Quel est le terme en vogue là depuis ce matin? On parle de controverse. Mais parfois, il y a d'autres niveaux que celui de la controverse. Il y a celui de la confrontation. Et quelle ne fut pas ma surprise de vivre dans ces sociétés des moments de très grande tension, de très grandes difficultés. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, ça? Est-ce que vous êtes membre de sociétés professionnelles où vous vous dites, mais je ne comprends pas, on est entre frères et sœurs, on devrait se soutenir, on devrait s'aider, et on n'arrête pas de se taper dessus. Eh bien, nous n'arrêtons pas de nous taper dessus parce qu'on est entre frères et sœurs. Et que c'est dans ces contextes de frérocité que se vit quelque chose, ben oui, de la violence archaïque. Et d'autant plus que dans nos métiers, on peut espérer qu'on en dispense nos accompagnés. Et c'est-à-dire que cette agressivité dont nous sommes tous porteurs, il est préférable qu'elle aille se vivre dans les sociétés professionnelles que dans nos cabinets. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il faut aussi faire partie d'une société professionnelle. Ça, c'est difficile de l'annoncer quand vous prenez votre carte. C'est de vous dire, c'est aussi là où vous allez vivre quelque chose du négatif, qui est contenu dans le travail de l'accompagnement, qui est un travail de l'accueil, de l'acceptation, du sensible, du féminin, homme-femme compris, mais aussi de la structuration et du logos homme-femme compris, mais où on peut quand même espérer que le coach réserve son ombre à ses pairs plutôt qu'à ses clients. Voilà. Moi, ça me parle beaucoup ce que vous dites là, parce que je suis à l'UMCC, une autre association, c'est pas le problème, on est tous avec les mêmes questions.
Mais je me dis que très souvent, on propose à nos adhérents quelque chose de sympa, quelque chose de chaleureux, quelque chose où ils vont passer des bons moments, et on oublie vraiment ce côté dont vous parlez qui est vraiment intéressant, parce qu'effectivement, se règle beaucoup de choses. Et très souvent, on entend, je ne comprends pas, on est quand même des coachs. Eh ben oui. C'est de dire que parce qu'on est des coachs, il ne peut pas y avoir Mais au contraire, au contraire, et je peux vous assurer, parce que alors là j'en ai vraiment quand même une longue expérience, que les sociétés professionnelles, dans nos milieux, dans nos métiers, et je mettrai au pinacle les sociétés psychanalytiques, sont des lieux d'une grande violence. Et au départ, comme vous, j'étais assez naïvement désolée de cette situation, jusqu'à ce que je comprenne, parce que j'y exerçais ma propre ombre aussi, et ma propre violence, avec des collègues avec lesquels je n'étais pas d'accord, à quel point c'était un élément constitutif de la pratique et de l'hygiène. Et donc, la tentation qui consisterait à s'enfuir dès que l'ombre se manifeste, j'ai des collègues qui me disent « Ah là là, c'est trop dur, puis avec un tel, c'est pas possible, je pars ». Mais alors qu'il se passe quoi? On se retrouve tout seul dans son cabinet et on a évité quelque chose. Donc il faut rester. Dans une idée, évidemment, d'éviter le pugilat, mais en étant conscient que c'est un lieu dans lequel va aussi s'activer ce registre-là. Et d'autant plus que nous sommes dans les métiers de l'accompagnement. J'ai écrit là-dessus, dans vous savez, j'ai une deuxième édition de mon livre là, qui est sortie au printemps. Il y a un chapitre qui s'appelle « Le travail invisible » et j'ai beaucoup écrit sur ce sujet. Est-ce qu'on le retrouve dans la supervision aussi? Cette part d'ombre, elle vient aussi se mettre très largement dans la supervision, non? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il faut pouvoir... C'est pour une des raisons pour laquelle il faut avoir beaucoup de confiance dans son superviseur. Parce que la supervision, c'est vrai, quelquefois, on serait tenté d'évoquer telle situation qui est quand même un peu plus valorisante que telle autre. Donc, il faut pouvoir le faire avec son superviseur en étant certain qu'on va être accueilli et respecté dans cette vulnérabilité, dans cette faille, dans ce manque, dans cette ombre. Donc, bien sûr. Mais je différencierais ce travail de l'ombre individuel, où on va pouvoir parler de ce coaché qu'on ne supporte pas, et qu'on a un peu maltraité quand même, et dont on se rend compte qu'on l'a un peu maltraité, et on en est honteux, mais on va quand même oser le dire à son superviseur, qui à la fois va valider le fait qu'on a eu un comportement qui n'était peut-être pas tout à fait éthique, et qui va nous permettre de redresser la barre sans nous discréditer ou nous juger. Je différencierais cette ombre-là, individuelle, de l'ombre collective qui se vit dans les sociétés professionnelles et qui doit pouvoir se vivre dans les sociétés professionnelles. C'est pour ça que les séquences Beaujolais saucisson, on est tous copains et on est tous très sympas, moi j'y crois pas trop. J'y crois pas trop tout le temps. Je ne veux pas dire que de temps en temps ça ne fasse pas infiniment de bien. Mais je crois qu'il faut pouvoir aussi accepter l'autre face. Oui. Il y a aussi un autre contexte qui me paraît particulièrement complexe et où la supervision devrait être obligatoire, c'est quand on intervient à plusieurs coachs dans une entreprise, dans le cadre par exemple d'un appel d'offres ou d'un coaching d'organisation, où là j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu entre les deux, à la fois entre pairs et chez le client. Où il y a un risque de polluer par la férocité. Absolument. Les jeux de rivalité, les jeux d'ombre, les soumissions, les histoires communes, l'envie, les rivalités, bien sûr. Mais d'ailleurs, j'entends souvent que des coachs qui interviennent en équipe comme ça, d'une équipe qui se constitue, un réseau qui se constitue pour une intervention chez un client, prennent une supervision. Je l'entends souvent. Nous avons demandé à un tel de nous superviser. C'est très sain, vraiment, et faire une supervision pour le groupe qui intervient à différents niveaux dans l'organisation pour que justement ces questions-là puissent se dire et ne pas être déversées immédiatement sur le client. Parce que vous savez, l'accompagnement, c'est aussi une ascèse.
D'où l'importance de faire un travail personnel, d'être en supervision, d'appartenir à une société professionnelle, de se former, parce que il y a des interdits dans la relation avec le coaché. Hein. Or, cette ascèse, elle ne se fait pas sans frustration. Il ne faut pas imaginer que le coach, il est au-dessus du lot. Hein. Vous l'avez compris quand j'ai repris cette question de l'enfant blessé. Le coach, il est peut-être même au départ encore un peu plus en souffrance que les autres. Hein. Et le fait de devenir coach ne l'a pas exonéré de cet état de fragilité et de vulnérabilité. Donc, tous ces registres, il les vit, il est traversé par ces questions. Or, il a une activité qui l'oblige à une ascèse. Hein. Alors, où va-t-il travailler cette ombre ? Où va-t-elle pouvoir se vivre ? Je ne dirais même pas seulement se nommer, se vivre. Hein. Les sociétés professionnelles sont aussi des théâtres d'ombre qui sont essentiels pour notre hygiène et qui font partie du travail invisible. Moi, je vais vous dire une chose, en tant que psychanalyste, psychothérapeute et coach, il m'arrive d'adresser des personnes qui me font des demandes de coaching, de psychothérapie, de psychanalyse à des confrères d'autres sociétés professionnelles. C'est-à-dire qu'en fonction de la demande que j'entends, de l'âge, d'un certain nombre de critères, je ne vais pas systématiquement orienter cette personne dont je ne peux pas m'occuper vers un collègue de l'ASF Coach ou de la SFPA qui est ma société psychanalytique. Mais par contre, je n'envoie jamais de clients à quelqu'un qui ne fait pas partie d'une société professionnelle. Pour moi, c'est un prérequis. Parce que cette personne qui ne fait pas partie d'une société professionnelle, pour moi, elle s'exonère de quelque chose qui est tout à fait dommageable pour elle, mais qui peut l'être aussi dans sa pratique. Vous savez, hein, le symptôme du gourou, vous le connaissez. Hein, ça nous guette. Hein. Parfois, les clients nous prennent pour un coach, hein, ou pour un psychothérapeute, ou pour un psychanalyste, c'est-à-dire pour ce que nous ne sommes pas vraiment, hein, pas entièrement. Hein. Et puis, nos métiers constellent beaucoup de projections. Hein, dans la valorisation narcissique, dans la toute-puissance. Hein. Donc, et quelquefois, on se prend pour cette carte de visite. Alors, quand on a une famille, des amis, des enfants, quand on est entouré de jeunes, en général, on est bien secoué à ces endroits-là. Hein, et c'est tout à fait heureux qu'on le soit. Mais c'est pas mal aussi que, dans la relation avec les confrères, cela puisse se remettre en question. J'insiste énormément sur ce point. Donc n'oubliez pas vos post-it. Hein. Remplissez-les. Alors, on a repris les questions de l'hygiène, hein, les 4 piliers, dont je vous ai dit aussi qu'ils étaient les 4 piliers de la titularisation. Le travail invisible, vous voyez, relie tous ces points et continue d'alimenter votre être au travail, en chemin, hein, qui se construit. Qu'est-ce qui fait que finalement on se sent un peu plus mature après 20 ans de pratique qu'après 2 ans de pratique, hein. Tous les éléments que j'ai évoqués, et puis il y a encore autre chose, hein, cet indicible qu'il est difficile, hein, de partager. J'insiste, je voudrais revenir sur un point, et particulièrement dans le contexte actuel. Je voudrais vous dire que coach et coachés sont beaucoup plus proches qu'on ne l'imagine dans leurs difficultés, dans les questions qu'ils se posent. Le coach, il a été blessé précocement, il a choisi cette voie comme étant une des voies possibles de travail sur lui-même, de guérison, sans s'exonérer pour autant de son propre chemin thérapeutique. Le coach, en général, c'est quelqu'un de sensible. C'est quelqu'un qui se laisse traverser par des courants, par des tensions, et qui saisit parfois un peu avant les autres ce qui est en germe, ce qui est à venir. Il travaille bien avec lui-même. Hein. Il est son outil. Le coach, la vie ne l'a pas épargné. Et la vie ne l'épargnera pas. Et ce n'est pas parce qu'il est coach qu'il sera épargné ou accompagnant. Et peut-être même plus qu'un autre, il continuera d'être touché.
les maladies, les deuils, les blessures d'amour-propre, les désillusions. Comme tous nos clients, nous en avons vécu et nous en vivrons encore. Parce que le fait d'être accompagnant ne met à l'abri de rien. Voire expose encore plus, puisque nous sommes à l'écoute d'histoires de vie, souvent bien compliquées, bien douloureuses, et qui viennent évidemment percuter les nôtres. Vous ajoutez à cela que nous sommes rarement accompagnants ou coachs à 25 ou 30 ans, que nous avançons en âge, pas seulement en expérience, mais aussi dans cette expérience de la vulnérabilité originaire, qui se revit quand on avance dans la vie. Donc tous ces éléments pourraient nous conduire dans des chemins extrêmement escarpés, difficiles, délicats, voire dangereux. J'insiste sur la question de la santé, à laquelle moi personnellement je suis très attentive chez les personnes que j'accompagne. Leur état de santé. Non pas pour m'en occuper, parce que je ne suis ni médecin, ni spécialiste d'aucune discipline médicale, mais l'état de santé, moi j'y accorde énormément d'importance. On voit arriver dans nos cabinets des personnes qui sont dans des états de stress, d'anxiété, de dépendance invraisemblables. Et qui, je parle des dirigeants en particulier, mais je pense que ça gagne d'autres publics, sont aussi dans un déni. Posez la question, quand est-ce que vous êtes allé consulter votre généraliste, quand est-ce que vous avez fait un check-up, où vous en êtes de vos examens, vous savez ce qu'on doit faire tous les ans ou tous les 2 ans, voilà. Et bien souvent, le blanc s'installe. Donc c'est bien beau d'y être attentif pour les autres, mais qu'est-ce que vous en faites, vous, de ces sujets-là? Parce que nous exerçons un métier qui est à risque. Est-ce que vous le savez? On va le revoir. Qui est à risque parce que l'accompagnant, plus que les autres, est potentiellement à même d'aller vers des... Notamment, je parle du burn-out, bien sûr, vers des situations de burn-out. Et ça, c'est un point auquel je vous invite à réfléchir, auquel je vous invite à vous intéresser de très près. Parce que l'accompagnant, il est en proie à ses propres difficultés, et vous avez compris que être accompagnant ne nous en exonère pas. Elle lutte avec et pour la personne qu'elle cherche à accompagner, soigner, émanciper, sachant qu'elle est particulièrement, puisqu'elle est accompagnante, sensible à tous ces sujets et susceptible d'être traversée par des phénomènes de contre-transfert difficiles, délicats, douloureux, avec sensibilité qui pourraient la conduire au découragement. Elle a choisi un métier de l'accompagnement parce qu'elle était blessée. Elle est encore sensible parce qu'elle a été blessée même si elle s'est soignée. Elle rencontre des personnes en souffrance qui la sollicitent pour trouver des chemins de guérison et d'émancipation. Elle n'y parvient pas toujours à la hauteur de ce que son ambition l'amènerait à vouloir obtenir. Et donc elle se trouve, en fait, accompagnée, c'est échouer. D'une certaine façon. Et toujours. Et c'est accepter cet échec. Et donc vous voyez comment se tartinent les différentes couches du millefeuille qui pourraient mettre les accompagnants dans des positions de grande difficulté. Et j'ai une certaine expérience, j'ai rencontré beaucoup de collègues jeunes, pas forcément en âge, parce que être jeune dans ce métier, c'est pas forcément être jeune en âge, d'autres qui avaient de l'expérience, des collègues très expérimentés. J'ai vu des situations vraiment dramatiques. Donc soyez vigilants sur ces questions. Ce qui veut dire pour vous, est-ce que pour vous le coach a une obligation de moyens et non de résultats? Tout dépend par ce qu'on entend par résultat. Mais on peut, voilà. Ce que je vous propose peut-être, après cette présentation qui a été un petit peu longue peut-être, mais enfin il nous reste un peu moins d'une demi-heure. Et moi j'aimerais maintenant, si vous en êtes d'accord, que peut-être à partir de cette question qui est tout à fait centrale, on puisse engager une discussion
Vous continuez avec vos post-it, ça serait sympa peut-être qu'à un moment on aille les accrocher quelque part, hein, et puis qu'à la fin de la séance chacun puisse aller les visionner. Hein. Alors obligation de moyens, obligation de résultats, de quels résultats parlons-nous? À partir de ces questions hein, qui ont été posées, donc de l'hygiène et du travail invisible. De moyens, oui, parce qu'effectivement, il intervient dans notre relation d'aide, donc effectivement, il est dans une relation à l'autre, et donc il doit effectivement, de par la relation lui-même et par rapport à l'autre, effectivement, engager sa personne dans l'accompagnement et la relation d'aide. De résultats, non, puisque en fait, comme vous venez de le dire, accompagner, c'est échouer. Donc on peut avoir un résultat qui effectivement n'est pas le résultat au sens, on va dire, performance. Mais on peut avoir aussi par contre un résultat qui est d'avoir permis à une personne de cheminer et du coup de passer sur d'autres, d'aller sur d'autres perspectives. Donc au sens qualitatif. Oui, je suis bien d'accord avec cette vision des choses. Peut-être qu'il y a d'autres... Pour réagir à la question, m'a fait penser tout de suite à une phrase qui me fait sens, qui est quelque chose comme le coach a une obligation de résultat envers lui-même, de faire en sorte qu'il se donne des moyens pour être utile pour l'autre et donc écologique et respectueux de lui-même. J'ai déformé un peu la question parce que je n'ai pas vraiment pensé à l'autre, j'ai plutôt pensé à moi. Il a des obligations aussi concernant le dispositif qu'il va mettre en place. Il a des obligations sur le cadre, il a des obligations en termes de pratiques d'éthique, de confidentialité. Il a l'obligation quand il utilise un outil ou de s'y être formé. Enfin, il y a des obligations de moyens, effectivement, concernant sa personne, mais concernant aussi le dispositif, hein, au sens large. Concernant les résultats, hein, il y a pas eu de réaction sur accompagner, c'est échouer. On peut l'entendre de mille et une façons. C'est échouer en tout cas en termes de toute puissance narcissique, hein, à un résultat qui serait celui qu'on imagine, celui auquel on rêve, auquel l'autre ne va pas forcément adhérer. C'est évidemment abandonner sur, et ça Annie le disait très bien tout à l'heure, des idées qui consisteraient à mesurer, hein, une performance, à la quantifier, à pouvoir en rendre compte d'une façon mathématique. Hein. On est dans un tout autre univers, on est dans celui de l'accompagnement, on est dans celui de la relation, on est dans celui du monde sensible entre deux êtres qui finalement vont confronter la plupart du temps deux vulnérabilités, deux histoires avec des parts manquantes et tenter de trouver des voies créatives, hein, vers une nouvelle position de sujet, hein, vous l'avez dit, pour les deux d'ailleurs, hein, et dans une visée émancipatrice, c'est-à-dire que, évidemment, quand on est conscient de ce qui s'est joué dans telle situation, dans ce qui nous a conduit à aller vers un coaching, je pense à des clients, à ce qui se répète dans une histoire professionnelle, aux tensions qui se jouent dans un comité de direction. Devenant conscient, on est beaucoup plus sujet d'une situation, et donc devenant plus sujet, on peut s'en émanciper en trouvant des voies créatives nouvelles. Mais effectivement, on est loin d'une réussite au sens où on l'entend parfois et où certains courants de coaching l'énoncent avec, me semble-t-il, une candeur, mais absolument confondante, et qui ne peut conduire qu'à une réactivation de l'ombre. Parce que comme la situation sera obligatoirement décevante et vécue comme un échec, vous imaginez ce qu'il en est de la frustration, des récriminations, et voilà, et le cycle infernal est lancé. Et du coup de l'hygiène du coach. Et de son hygiène, bien sûr. Justement, par rapport à ça, l'hygiène que moi je suis obligée de garder, c'est de ne jamais désirer la place du coaching. C'est lui qui avance, c'est lui qui sait. Moi, je mets des moyens. Je sais où j'amène effectivement les choses. Je ne le fais pas par hasard. Mais c'est lui qui sait où il en est et il peut aller plus loin ou pas. Donc de ne pas désirer. Ça permet de ne pas être frustré parce que je n'ai pas désiré. Oui.
Oui, mais ça va plus loin. Oui, je vous rejoins. Si on reprend quand même cette idée que on est dans une dialectique entre le moi et l'inconscient, hein, et que ce qui est à l'œuvre quand nous travaillons nous échappe aussi. Hein. Je vous rejoins, mais tout à fait sur l'idée de ne pas désirer à la place de l'autre. Mais je pense qu'il est quand même bien difficile d'imaginer que sans en être conscient au moment où ça se passe, il n'y a pas une partie de nous qui projette sur ce client tel ou tel désir ou telle attente. Mais ça nous renvoie à la question de la supervision, du travail avec les pairs et du travail tout court d'ailleurs. Hein. Surtout face à une souffrance extrême. Et là où ça cherche. Mais c'est pour ça que moi je me sens assez à l'aise, pardon. Non, mais allez-y. Avec ce verbe échouer, parce qu'il y a quelque chose de très positif dans le terme échouer. C'est on échoue sur une plage et finalement, comme sur une île déserte, on va trouver des ressources pour survivre. Donc il y a tant le coach qui va échouer que le coaché qui va échouer sur un ailleurs quelque part. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Parce qu'on l'emmène, on ne pose qu'un cadre et on n'est pas responsable du contenu, on est responsable du cadre et du procès. Voilà, et donc j'aime bien cette idée assez créative de se dire que le voyage... Vous voyez du bon usage de la métaphore, hein, parce qu'effectivement, échouer, hein, et alors moi, s'anime en moi des images de Jonas qui sort du ventre de la baleine, hein, qui échoue sur la plage, c'est-à-dire qui sort du ventre de la grande mer dans lequel il n'était pas encore sujet de quelque chose, hein, et qui réussit à s'en extraire en s'échouant comme ça sur une plage, où Jung dit d'ailleurs, c'est un très beau texte, Jung dit, Jonas va retrouver ses ancêtres et tous les biens qui ont appartenu à la tribu. Hein, et il arrive au moment où le soleil se lève. Voilà, ce qui est aussi une image de la naissance. Donc vous voyez comment hein, on peut vraiment faire du beau travail. Je rejoins ce qui vient d'être dit sur le désir et sur l'objectif. Moi, j'ai coutume de dire que, en tant que coach, je n'ai pas d'objectif, mais que c'est mon client qui a un objectif. Et j'ai trouvé cette formule pour ne pas me mettre de pression et laisser toute la place à la demande de l'autre. Parce que je m'étais rendu compte au début, quand j'ai commencé le coaching, 14 ans, je suis parti de la SF Coach depuis 2001. Et je m'étais rendu compte que je voulais réussir, puisque c'était un pied là. Et donc je me donnais les moyens, etc. Mais j'étais dans une conduite dirigée. Et à un moment donné, suite à une supervision, justement, j'ai cessé d'avoir un objectif. Et en laissant toute la place à l'autre, y compris en termes de temps, en termes de démarche, c'est-à-dire entre le début et la fin du coaching, le laisser suivre son propre itinéraire, son propre cheminement. J'ai le sentiment que d'abord, je n'ai plus été stressé à partir de ce moment-là, et puis ensuite d'obtenir évidemment des résultats meilleurs, puisque d'abord le mot échouer m'a interpellé. Vous, c'était échouer une île déserte. Moi, j'ai vu ce petit garçon mort sur la difficulté de la métaphore. Des fois, j'emploie des métaphores qui me parlent. Je m'aperçois que mon interlocuteur, ça ne lui parle pas. Mais bon, c'est comme ça. Enfin voilà, je voulais réagir par rapport à ça parce que au début de ma pratique, le fait de vouloir réussir m'a posé des problèmes. Oui. Juste un point, vous connaissez ce texte de Freud hein, où il parle des professions impossibles. Hein, c'est dans ce sens que j'ai repris cette thématique de l'échec. Hein, éduquer, enseigner et diriger. Hein. Voilà. D'une certaine façon, dans nos activités, on combine plus ou moins les trois. Hein. Échec au sens où ça ne va jamais se passer comme on avait souhaité que cela se passe. Et nous serons toujours questionnés et remis en cause, puisque de par la nature même de la relation qui s'instaure, hein, dans l'éducation, l'enseignement et le management, il y a des projections qui vont s'opérer, qui vont conduire cette personne à s'émanciper en contestant, hein, en remettant en question. Hein. Et en tant que coach, on est aussi dans cette dynamique-là. Ben, ça fait écho quand effectivement vous avez parlé de accepter cet échec. Échouer, c'est accepter l'échec. Moi, ça me fait écho vraiment au contrepoids de la toute-puissance. Parce que
combien, quand on a l'impression que le coaching a marché, a été un succès, combien personnellement je me sens tout d'un coup super bonne. Et je me dis, ça vous arrive peut-être, c'est vraiment un travail important de se remettre dans, voilà, c'est pas ça la bonne posture, et c'est sûrement pas ça qui est essentiel, mais si ça échoue et qu'il y a un échec, je ne suis pas la seule dans le coup, et si ça marche et que c'est un succès, je ne suis pas non plus la seule dans le coup. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette importance de remettre les choses pour moi en place, de se dire, ben oui, c'est pas forcément catastrophique et puis ou excellent pour la part. Bien sûr, et puis il y a tout ce qui se passe dans un temps différé. Hein. C'est-à-dire que nombre des accompagnements vont continuer de produire des effets dans un temps qui n'est plus le nôtre, qui n'est plus celui de la relation que nous partageons. Et ça, il faut pouvoir l'accepter. Ça aussi, c'est un renoncement. De se dire que évidemment, au départ, on travaille sur des contrats, on a défini 2, 3 objectifs. Moi, je sais que je répugne à en poser plus de 3 parce que, après, ça devient une liste à l'après-vert et ça ne mène nulle part. Mais admettons, on est un peu déçu parce qu'on a le sentiment d'avoir travaillé un aspect, un objectif, puis que les 2 autres sont restés un peu en deçà, ou qu'on a été perturbé par autre chose, mais quid de l'avenir de cette personne sur ces fameux objectifs qu'on n'a pas eu le temps ou qu'on n'a pas travaillé d'une façon aussi pertinente qu'on l'aurait souhaité dans la durée. Les choses nous échappent. Moi, j'ai 20 ans de recul et il m'est arrivé de revoir, par le hasard de la vie, des personnes que j'avais accompagnées il y a fort longtemps qui m'ont dit « Oh là là, mais vous savez, depuis le travail qu'on a fait ensemble, j'ai évolué vers ceci, j'ai fait cela, et puis tant sur le plan personnel que professionnel. » Voilà, c'était en germe donc. Peut-être que ce travail aussi a permis que ces graines prospèrent, mais ça m'a échappé complètement et je ne l'ai su par hasard que bien plus tard. Ça questionne aussi au niveau de la responsabilité du coaching. Oui. Ce que vous dites renvoie à ce qu'a dit un philosophe qui est Heidegger, qui sur la quête de l'être, qui dit qu'effectivement la quête de l'être est un processus qui ne s'achève jamais. Moi sinon, moi j'étais interpellé dans ce que vous avez dit sur la culture cultivée. Et puis intuitivement comme ça, j'ai l'impression que pour moi je fais un lien avec l'écriture. Je pense être quelqu'un de très ouvert, je suis exposé à beaucoup de réalités différentes. Et puis j'ai pas mal d'activités dans ce domaine-là. Mais j'ai l'impression de ne pas en faire grand-chose, voire rien en fait. Donc j'ai l'impression que je suis dans une démarche qui me distrait, mais qui ne me nourrit pas. Ah, ça c'est très intéressant, parce que si on reprend à la distraction pascalienne, c'est vrai que la distraction, au sens où le philosophe Pascal l'entend, elle vous met hors de soi. Donc ça me paraît très urgent que vous rameniez ces éléments à l'intérieur de vous. Non pas pour vous distraire, mais véritablement pour vous cultiver. Moi j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est quelque chose dont j'ai pris conscience au fil de ma propre pratique et puis dans mon travail aussi avec celles et ceux qui m'ont enseigné, qui ont été mes superviseurs, dans mon propre travail personnel. Jungien, c'est peut-être pas un hasard, si j'accorde autant d'importance aux grandes images, aux symboles, aux mythes, aux contes de fées, parce qu'on est baigné dans cet environnement, c'est d'avoir pris conscience à quel point ils étaient constitutifs de l'être, à quel point ils étaient beaucoup plus nourrissants que beaucoup de propos, d'apports conceptuels dégagés, sortis de ce monde sensible. Et il me semble que dans les accompagnements, je parle bien là de coaching, ils ont toute leur place et ils sont de véritables leviers qui vont permettre de débloquer, décoincer. Puis alors quel dommage, parce que si vous êtes coach, en général, ça c'est un point que je développe aussi dans ce nouveau chapitre, quand on va vers le coaching, on le fait généralement à mi-vie. Bon, je n'ai pas traité aujourd'hui la problématique de la mi-vie, mais enfin c'est aussi un des sujets sur lesquels j'aime bien intervenir. On le fait à mi-vie, donc on le fait après une première vie professionnelle, qui a été ce qu'elle a été, dans des contextes parfois très différents de ceux vers lesquels on évolue.
Et alors, la tentation, c'est parfois de jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Ah, j'ai été directeur financier, ah mais oui, mais avant j'étais commercial, ou j'ai travaillé dans le management, ou... Ah bon? Et vous faisiez quoi? Hein? Et pourquoi vous aviez choisi cette activité? Et qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Et comment vous pourriez réimporter dans cette activité que vous faites maintenant des éléments qui vous appartiennent, qui sont constitutifs de votre être, qui font partie de vos richesses? Alors là, je ne saurais trop vous encourager à faire ce lien. Hein, la métaphore de la trame, du fil de trame et de fil de chaîne, hein, c'est l'entrecroisement de tous ces liens qui forment cette trame du travail invisible, et ce qui vous distrait hein, peut être ramené à l'intérieur. Et vos intérêts, qu'ils soient politiques, économiques, sportifs, associatifs, culturels, religieux, ont toute leur place dans votre être coach. Puisque vous êtes votre outil de travail. En ne les utilisant pas, vous vous privez vous-même des cordes qui sont à vos arcs. Quel dommage! D'autant qu'il y a de fortes chances pour que les personnes qui vous choisissent, sans rien savoir de vos intérêts, bien évidemment, et l'objet n'est pas de s'étaler hein, dans les séances de coaching et de parler de soi, mais captent d'inconscient à inconscient des préoccupations, des sensibilités, des registres communs, ils vous choisissent pour ça. Alors ça serait vraiment dommage de ne pas les utiliser. Là, il y a tout un travail. Moi, je sais que c'est quelque chose auquel je suis assez attentive en supervision. Pour moi, la supervision, elle ne porte pas seulement sur les cas, mais elle porte bien sur la personne du coach, du supervisé, et d'essayer d'accompagner cette personne pour se relier tous ces fils les uns aux autres. Et comme par hasard, l'impact, la puissance à ce moment-là, mais au sens pas de toute puissance, hein, elle en est démultipliée. Parce que vous êtes entier et vous travaillez avec l'entièreté de votre être. Vous n'avez pas abordé la question dans l'hygiène mentale de justement la pratique sportive qui permet aussi d'aller au-delà de son, on va dire, naturel au quotidien. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de l'hygiène mais mentale? qui peut en faire partie. Hein. Ce qui me paraît très important dans la question de l'hygiène, dans nos métiers, c'est de ne pas faire que les pratiquer. Voilà. C'est d'avoir d'autres champs d'investissement. La pratique sportive, bien sûr, pratique artistique, pratique associative. Je conseille toujours aux praticiens de l'accompagnement d'avoir des vies bien remplies et des vraies vies, pas des vies d'accompagnants, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire même d'aller chercher dans les relations amicales des personnes qui n'ont rien à voir avec les métiers que nous faisons. Parce qu'il y a aussi une persona, vous savez, d'accompagnant qui s'entretient entre accompagnants, et là c'est terrible là. Donc il faut vraiment aller visiter d'autres milieux. Et puis se remettre en question, c'est-à-dire que oui, un sport, c'est très bien, une pratique musicale, un groupe de chant, la marche, un pèlerinage, le théâtre, un groupe de lecture, vous voyez. Et ce qui est pas mal aussi, ça je vous le recommande, surtout quand on arrive à un certain moment, vous savez, on se dit tiens, c'est sympa, je commence un peu à être bien posé. Bon. C'est de recommencer une nouvelle activité. Vous voyez, se remettre en position de débutant. Et alors, comme on avance en âge et que, en général, les professeurs, eux, sont plus jeunes que nous, on se retrouve en train de démarrer une nouvelle activité avec une jeune femme ou un jeune homme de 25 ans qui vous dit oh, voilà, quand même, tu pourrais faire un effort, c'est pas terrible, allez, on reprend le mouvement. Bon, on reprend le mouvement. Ça, c'est très important, ça, vous voyez. C'est-à-dire faire travailler l'enfant en soi et se remettre à quatre pattes. Hein. Parce que quand on a des enfants, ou quand on est au contact de jeunes enfants, on se met à quatre pattes. Hein. Puis un jour, on a vieilli et on se retrouve potentiellement, excusez-moi l'expression, entouré de vieux cons. Et là, ça ne va plus. Il faut réouvrir le champ et se remettre au travail avec une nouvelle dynamique. Et la dynamique de la jeunesse et de la créativité, c'est très important. Ça, c'est un conseil que je me permets de vous donner. On sent qu'il est nourri du Ah oui, il est très nourri, oui. Juste une petite aparté, Emmanuelle Stefati, je suis coach.
Et c'est pour dire que quand on redémarre quelque chose, ça dépend aussi de sa névrose, parce que moi, il y a un peu plus d'un an, j'ai redémarré autre chose, puisque j'ai ouvert une brocante. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que c'était justement, je n'y connaissais rien, et je pouvais enfin m'autoriser à dire, je ne sais pas. Donc, du coup, je prends du plaisir parce que j'ai pu dire je ne sais pas et m'autoriser à apprendre et repartir de zéro. Et à redonner vie à des objets qui ont recirculé entre des personnes avec leurs histoires et qui étaient échoués quelque part. Mais voyez comme quoi hein, la créativité, elle est à l'œuvre. Hein. J'ai cité 2-3 activités, j'imagine qu'il y en a 10 000 autres. Hein. 10 000 autres. Hein, s'investir dans la vie associative, il y a plein de choses à faire. Coach brocanteur, c'est quand même vachement sympa. Ben oui. Moi j'ai un collègue aussi qui a pas très longtemps, qui est psychanalyste, qui lui travaille dans le vin. Donc il achète et il vend du vin le matin, et en début d'après-midi, et puis le soir il est psychanalyste. Et il boit, ben, j'espère, oui, des bons crus de temps en temps. Marie Willems, moi je retiens de l'échange qu'on a eu là la question du rythme. Il y a aussi une hygiène de travail autour de se donner un rythme qui laisse tous ces temps d'infusion, de décantation. Et moi j'ai une première partie de vie professionnelle très intense et je suis environnée de gens qui ont mon âge, donc la petite quarantaine, et qui ont des vies de dingue. Et qui me demandent ça aujourd'hui. Moi j'ai ralenti beaucoup. Et ils sont avides de ça. Voilà, c'est ça que je voulais partager. Tout à fait. Et c'est vraiment une remarque très importante parce que c'est ce que j'essayais de dire hein, par rapport à la question de votre installation, par exemple, hein, et de votre rapport à votre espace de travail, à la fois dans sa matérialité, dans le confort qu'il vous apporte, dans le rythme hein, dans lequel vous travaillez. Parce que c'est évident que si vous-même vous êtes extrêmement pressé entre 2 rendez-vous, que vous n'avez pas le temps de vous poser, de vous servir cette tasse de thé ou d'écouter cet air de musique hein, qui vous fait tant de bien, et que vous recevez quelqu'un qui est dans cet état survolté hein, et parfois extrême que vous décrivez et qui fait le quotidien de beaucoup de professionnels aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable, vous, d'être bien calé tranquillement dans votre fauteuil, de respirer à fond et d'incarner cette possibilité de travailler autrement, il y a peu de chances que ça produise des effets. Si vous êtes dans le même état... Mais moi, je trouve ça très important parce que moi, je sais que les grands sauts, entre guillemets, que j'ai fait personnellement, c'est quand j'ai refusé, j'ai ralenti et je me suis dit, là, je ne suis pas disponible, ma présence à l'autre ne sera pas valable. Et à ce moment-là, c'est incroyable l'intériorité qui se construit. Je l'ai vraiment physiquement ressenti, quoi, en termes d'ancrage dans le sol et dans la relation. Quand on a su dire un non, on s'est dit plein de oui. Ça paraît banal, mais quand on le vit vraiment, c'est très très fort. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord pour aller accrocher vos post-it et puis que chacun puisse bénéficier de vos réflexions, de vos questionnements voilà, donc on arrive à l'heure, c'est ça? Oui, tout à fait, presque. Donc je voulais vous remercier de votre écoute, de vos interventions. Bon, c'est un sujet dont vous avez compris qu'il est difficile hein, de parler parce que voilà, il a cette dimension d'immatérialité et pourtant il est central. Voilà. Donc je ne saurais trop vous conseiller de le cultiver, d'y être attentif et prenez soin de vous. Merci.